Des Français inquiets face à ce délitement de leur système de santé, des soignants soumis aux contraintes d'un système trop administré et de patients déboussolés. Le temps est venu pour que de ces bancs émergent des mesures pragmatiques, concrètes, utiles, d'abord pour nos concitoyens qui en permanence nous interpellent sur ce sujet, mais aussi pour les professionnels de santé qui, en ville comme à l'hôpital, attendent des évolutions. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Grands Débats. Pendant une heure, nous allons revivre ensemble l'examen d'un des débats emblématiques de cette législature. Le 12 juin, les députés débutent l'examen de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement des professionnels de santé. Et derrière ce titre, l'objectif c'est tout simplement de lutter contre les déserts médicaux. Et pour cela, faut-il inciter ou obliger les médecins à s'y installer ? La proposition de loi a été déposée par le député Frédéric Valletoux, député Horizon, soutenu par la majorité présidentielle et par le gouvernement. Nous le savons tous ici sur ces bancs, la crise de notre système de santé et les difficultés d'accès aux soins qui en résultent prennent malheureusement pour nos concitoyens, comme pour les soignants, des allures de jours sans fin. Cette crise est ancienne, c'est un long délitement au ressort complexe qui doit autant au manque d'anticipation qu'à la vision malthusienne et conservatrice qu'ont partagé longtemps de nombreux gouvernements et de nombreux acteurs représentatifs de la profession. Pour autant, au-delà des causes sur lesquelles on pourrait disserter pendant longtemps, mais qui ne sont pas le sujet ce soir, cette crise menace l'un des ciments de notre pacte républicain, la promesse d'un égal accès pour tous à une prise en charge médicale qui allie la proximité, la qualité et la graduation des soins en fonction des besoins, le tout dans un système universel qui doit assurer la protection de chacun. La proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter devant vous procède de convictions que nous sommes nombreux, je le sais, à partager sur ces bancs. C'est la conviction qu'il est temps de faire plus confiance aux acteurs de terrain pour faire émerger une organisation des soins à la mesure des besoins et des aspirations de chaque territoire. C'est la conviction qu'il est temps de faciliter au plus près du terrain le partage et les coopérations entre tous ceux qui, directement ou indirectement, participent à cette mission du soin, les professionnels de tout statut bien sûr, mais aussi les collectivités locales, les administrations et les associations de patients. Le temps est venu d'accélérer un virage déjà opéré ces dernières années, notamment par la loi Ma Santé 2022, voulue par le président Emmanuel Macron et son Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, qui vise à considérer que l'avenir de notre système de santé passe autant par des réformes structurelles nationales, à l'exemple de celle du financement qui est annoncée pour le prochain PLFSS, que par la responsabilisation des acteurs de proximité pour faire émerger des réponses adaptées aux spécificités de chaque territoire. Il revient à l'État, au gouvernement et à la représentation nationale de définir les règles générales, les priorités attendues de notre système d'assurance maladie et de veiller au financement de l'ensemble. Mais il revient aux acteurs de terrain de réfléchir et d'imaginer ensemble, en fonction des besoins propres à chacun, la déclinaison territoriale de ces priorités nationales. Je pense au virage vers la prévention, je pense au meilleur partage de la permanence des soins, je pense encore à la meilleure répartition des forces soignantes dans les territoires. Qui mieux que les acteurs de terrain connaissent les besoins en santé de la population dont ils ont la charge. Pour rénover un système de santé trop atomisé, cloisonné, déséquilibré, avec des acteurs qui ne portent pas tous les mêmes obligations, avec des secteurs de la ville et de l'hôpital qui ne communiquent pas assez et avec trop de nombreux professionnels qui exercent encore de façon isolée, nous sommes appelés à prendre des mesures fortes. Personne n'a toutefois de baguette magique et tout le monde sait, notamment ici, qu'il n'y a pas de solution miracle. Pour autant, les débats au sein de la Commission des affaires sociales nous ont montré que sur ce thème primordial, nous pouvions converger vers des solutions concrètes, tant sur des mesures ciblées que sur des réformes structurelles. Place désormais à l'action et à l'impulsion d'une dynamique nouvelle pour renforcer l'accès aux soins et rénover notre système de santé qui compte encore, quoi qu'en disent certains, parmi nos trésors nationaux. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui a pour vocation à faire d'abord confiance à l'intelligence collective et à la créativité du terrain pour faire émerger des stratégies en santé adaptées à chaque territoire. Ces principes sont l'ADN de ce texte. L'article 1er organise le dialogue, la concertation et le partage de stratégies communes en santé en donnant du poids et du sens aux conseils territoriaux de santé. Créés par la loi de Marisol Touraine de 2016, ces conseils territoriaux de santé sont aujourd'hui souvent des coquilles vides. Demain, cela ne sera plus le cas puisqu'ils auront pour mission d'élaborer le projet territorial de santé, d'assurer son suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en lien avec les agences régionales de santé. Afin de donner du sens à la gouvernance territoriale, ils définiront demain les objectifs prioritaires en matière de permanence des soins, d'accès aux soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins. Le dispositif tend à responsabiliser les acteurs de terrain sur la nécessaire réduction des inégalités de densité démographique.
C'est une mesure importante à l'heure où plus de 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux. 20 ans après la suppression de l'obligation de garde pour les médecins de ville, il est temps que nous opérions un rééquilibrage entre tous les professionnels qui doivent pouvoir mieux participer à la permanence des soins. La permanence des soins en ambulatoire a été précisée par la récente loi de Stéphanie Rist. L'article 4 de cette proposition de loi est complémentaire de cette disposition récente et prévoit que les établissements de santé privés participeront davantage à la permanence des soins aux côtés des hôpitaux. Il s'agit d'une mesure de bon sens, soutenue par les représentants des établissements privés. La principale difficulté de notre système de santé tient aussi à la démographie médicale. Nous n'avons pas assez de professionnels de santé pour répondre aux besoins et les années qui viennent s'annoncent encore plus difficiles avec des tensions extrêmes dans les zones sous-dotées notamment. L'article 5 étend ainsi le contrat d'engagement de service public à tous les professionnels en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie à l'issue de la deuxième année du premier cycle des études de santé, ce qui constitue un plus pour lutter contre les déserts médicaux. Parce que le maintien de l'offre de soins dans un territoire donné est une priorité, les articles 9 et 10, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un dialogue étroit avec l'ensemble des ordres concernés et les syndicats des PADU, visent à renforcer l'intégration des praticiens à diplôme hors Union européenne. Leur exercice sera alors facilité avec l'octroi, selon les cas, d'une autorisation d'exercice provisoire ou d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle. L'article 7, de son côté, vise à interdire l'exercice de l'intérim en début de carrière pour tous les soignants. Ce dispositif permet aux jeunes professionnels d'accéder à des modes d'exercice stables et de ne pas augmenter la pénurie sur les postes de titulaires, aussi bien des établissements de santé que dans les cabinets de ville. Chers collègues, je sais ô combien le sujet de la santé nous touche tous dans nos circonscriptions. Le nombre d'amendements déposés par les députés de tous les groupes le montre bel et bien. L'amélioration de l'accès aux soins ne peut être l'œuvre d'un seul parti politique et je me réjouis de la co-construction sur ce texte en amont de cette discussion ce soir. À l'exemple, bien sûr, des auditions nombreuses auxquelles j'ai procédé, mais aussi des discussions nourries et fructueuses que j'ai eues avec le groupe de travail conduit à la fois par Guillaume Garot et Philippe Vigier et tant d'autres. Ces discussions ont permis de dessiner de nombreuses convergences. Je remercie ainsi les parlementaires pour la qualité des débats en commission des affaires sociales, de leur volonté de faire bouger les lignes en proposant des solutions concrètes, sans faire de l'obstruction à l'heure où la santé est la préoccupation majeure des Français. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Le fonctionnement de notre système de santé est complexe, trop administré, trop centralisé. Je crois qu'il y a 2 temps dans l'histoire de notre système de santé et plus largement de nos institutions. J'ai un immense respect pour ceux qui ont bâti notre système national de protection sociale à l'époque où nous avions besoin d'un pouvoir central, directeur et exhaustif, pour reconstruire un pays meurtri. Faire le constat aujourd'hui des limites de ce modèle ne revient pas à nier la grandeur des choses érigées. Au contraire, moderniser le fonctionnement de notre système de santé pour l'adapter aux défis et aux réalités de notre temps est une nécessité pour le préserver et pour que la promesse intangible de soins adaptés et de qualité, accessibles pour tous et partout, continue de bénéficier aux générations actuelles et futures. C'est réunir ces 2 temps de notre histoire. Le moment tout à fait exceptionnel de la crise sanitaire de la Covid-19 a imposé ce fait avec une acuité nouvelle, alors qu'au fil des vagues épidémiques ont été inventées partout en France de nouvelles solutions et que localement se sont tissées des solidarités nouvelles. Ce dont notre pays et notre système de santé a besoin en 2023, c'est d'ouverture, d'agilité et de confiance pour les acteurs de santé et dans les territoires, et tout cela au service des Françaises et des Français. J'y reviendrai, mais rien ne serait pire que de lier dans la loi les mains des acteurs de la santé, les empêchant d'avoir cette agilité si essentielle face aux défis que nous connaissons. En effet, si l'État doit rester le garant des valeurs qui fondent notre système et que c'est au niveau national que doivent être définies les grandes priorités, l'enjeu est aujourd'hui de faciliter l'émergence de réponses territoriales. Avec comme unique horizon l'amélioration de l'accès aux soins et la lutte contre toutes les inégalités de santé, notamment géographiques. Pour transformer le fonctionnement et l'organisation territoriale de notre système de santé afin qu'il réponde à ces objectifs, il n'y a pas, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, de solution miracle. Nous faisons face à une crise démographique. Il ne s'agit pas ici de régler des comptes a posteriori, mais d'énoncer un fait. Nous avons trop longtemps voulu rationner l'offre pour réduire les coûts, notamment à travers le numerus clausus. C'est un acquis important de cette majorité de l'avoir supprimé lors du mandat précédent,
nous conduisant progressivement à former plus de professionnels, déjà plus 15% par an en moyenne. Je le sais, cela n'est pas encore assez. Je sais aussi combien cette solution pèse sur les soignants et que certains font face à des situations de véritable épuisement. J'en suis bien conscient et nous allons continuer collectivement l'effort. Je pense notamment à ce que nous faisons avec les régions pour former plus. Mais je tiens à le dire, nous ne supprimerons pas les déserts médicaux et nous ne réglerons pas les difficultés structurelles qui parcourent notre système de santé d'un coup de baguette. Le dire serait faux, le faire croire serait malhonnête. La notion d'engagement territorial, qui est le fil rouge de cette proposition de loi, recouvre bien sûr la volonté d'embarquer tous les acteurs d'un territoire et de les impliquer plus largement. Mais l'engagement territorial est aussi synonyme de responsabilité. Parce que les problèmes sont collectifs et que la santé est résolument l'affaire de tous, il faut que chacun partage le diagnostic, l'évolution des besoins et participe à la réponse. C'est une condition sine qua non du succès de cette démarche. Cette démarche d'engagement et de responsabilité, j'y crois fermement. Et surtout, je suis convaincu que c'est la seule qui est de nature à apporter une réponse efficace et durable. Cette démarche, je l'oppose à ceux qui appellent de leur vœu des mesures de coercition pour empêcher les médecins à s'installer à tel ou tel endroit. Si cela peut sembler un remède attractif à court terme et politiquement porteur, créer des rigidités et des contraintes sera totalement contre-productif et ne ferait que détourner plus encore de l'exercice de la médecine, et en particulier de la médecine générale, dont nous savons qu'elle constitue un pilier incontournable de l'accès à la santé de nos concitoyens. Ces débats heurtent nos médecins. La semaine dernière encore, à Moguio, dans l'Hérault, j'ai pu échanger avec des médecins généralistes de terrain qui m'ont dit leur désarroi face aux débats nationaux. Ils s'impliquent, pourtant sans compter, au service de leurs patients. Ils sont les premiers meurtris quand ils doivent refuser un patient. Ils ne sont pas responsables des choix du passé, tout comme les jeunes étudiants, et n'ont pas vocation à résoudre toutes les carences causées par d'autres. J'ai du respect pour les médecins généralistes et pour les médecins libéraux de France. Je connais les difficultés, les frustrations qu'ils vivent au quotidien, mais aussi le lien privilégié qu'ils ont avec leurs patients. Les médecins généralistes assument plus de 230 millions de consultations prises en charge par la Sécurité sociale. Ne privons pas les Français de l'accès à des soins remboursés dont ils ont besoin. Oui, l'accès à la santé est un enjeu majeur et difficile. Mais prenons collectivement garde. Une loi trop fermée, trop rigide, peut nous empêcher d'agir efficacement dans les territoires. Ne raidissons pas et ne suradministrons pas la santé. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous avons pu construire ensemble des apports pertinents au texte, aussi bien avec la majorité qu'avec les oppositions constructives, preuve que, sans renier nos différences politiques, nous pouvons travailler au service de l'intérêt général, au fond, le seul qui compte. Je ne doute pas que cet état d'esprit sera le nôtre pour l'ensemble des débats à venir. Je vous remercie. Depuis un an, à l'Assemblée, un groupe d'études transpartisan travaille lui aussi sur les déserts médicaux. Il a déposé sa propre proposition de loi, portée par le député socialiste Guillaume Garot, mais le texte n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Alors, les députés de ce groupe comptent bien faire entendre leur voix pendant les débats, notamment à travers des amendements destinés à restreindre la liberté d'installation des médecins. Nous légiférons cette semaine sur une question qui touche au cœur de la vie des Français. Cette question, c'est celle des déserts médicaux. Je vous parle là de la vie des gens, je vous parle là d'une réalité, d'une angoisse, d'une détresse parfois, qui touche au moins 8 millions de Français quand on n'arrive pas à trouver de médecin généraliste, quand on attend des mois avant d'avoir un rendez-vous chez le spécialiste, quand on désespère d'être pris en charge par un dentiste. 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure. 18 fois plus d'ophtalmos à Paris par habitant que dans la Creuse. 23 fois plus de dermatologues à Paris que dans la Nièvre. C'est ça la réalité de l'inégalité d'accès aux soins. Et ces écarts, et nous le savons, c'est une entaille béante dans le pacte social hérité du Conseil national de la résistance
dans la promesse d'égalité dans l'accès aux soins qui est au fondement de notre sécurité sociale et, j'ose le dire, de notre République. C'est même une nouvelle insécurité sociale qui exacerbe un sentiment d'abandon dans les territoires directement concernés. Alors je l'ai dit et je vais le répéter ce soir, chaque fois que les déserts médicaux avancent, c'est la République qui recule. Et je le dis, c'est un échec collectif. C'est un échec collectif de notre pays de n'avoir pas su anticiper ni apporter les bonnes réponses. Mais aujourd'hui, chers collègues, on ne peut plus temporiser. On ne peut plus dire « Ah, ce ne sera qu'un mauvais moment à passer ». Il y a urgence. Et face à l'urgence, nous avons voulu nous unir à l'Assemblée nationale et porter ensemble des solutions. C'est précisément ce que nous faisons dans le cadre de ce groupe de travail transpartisan. Et je veux remercier ce soir, ici publiquement, tous les collègues pour leur engagement résolu, infaillible et solidaire depuis maintenant près d'1 an. Nous avons nourri nos échanges avec des auditions, près d'une 40aine d'auditions avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons abouti, et ça a été très bien dit avant moi, à une proposition de loi transpartisane qui, hélas, n'a jamais pu être inscrite ici à l'ordre du jour de l'Assemblée. Mais nous ne nous sommes pas découragés et nous avons repris l'ensemble de ces articles à travers des amendements que nous allons défendre devant vous à partir de ce soir. Et nous défendrons avec plus de 200 collègues députés, issus des bancs de la gauche, de la droite, du centre, eh bien, nous défendrons la régulation de l'installation des médecins généralistes, spécialistes et des chirurgiens dentistes. Alors, ça a été très bien dit avant moi. Bien sûr qu'il n'y a pas de remède miracle. Bien sûr que personne n'a de baguette magique. Mais ce que nous vous demandons, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, c'est de considérer l'ensemble des solutions à notre disposition pour les articuler. C'est bien sûr l'incitation, c'est bien sûr le travail en équipe, c'est bien sûr l'engagement territorial des professionnels, c'est bien sûr la démocratisation des études, mais c'est aussi la régulation. Aujourd'hui, dans notre pays, le principe d'égalité n'existe pas en matière de santé. Si vous cherchez un ou une dermatologue, vous en trouverez un pour 100 000 habitants dans l'Ain ou l'Ariège, 15 fois plus à Paris. Si vous cherchez un ou une dentiste, vous en trouverez 30 pour 100 000 habitants dans la Somme ou en Seine-Saint-Denis, 3 fois plus dans les Alpes-Maritimes ou à Paris. Et si vous cherchez un ou une gynéco dans les 3 prochains jours, Doctolib vous propose 140 rendez-vous dans la circonscription de M. Ciotti, par exemple, à Nice, 45 dans la mienne, en Haute-Garonne, et 2 dans la circonscription de ma collègue Mathilde Ligné, en Ille-et-Vilaine. Dès lors, que propose ce texte, monsieur le rapporteur, pour garantir, améliorer l'accès aux soins? Une transformation du système de santé, à savoir qu'une instance de démocratie sanitaire qui réunit autour de la table un ensemble d'acteurs locaux se mette à piloter l'organisation des soins. Nous y voyons à ce stade quelques risques que le débat doit permettre d'encadrer. Car aucune garantie d'égalité des soins n'est possible si chaque territoire s'occupe personnellement, de manière privative, dirais-je, de ses propres affaires. Car si l'agence régionale de santé n'intervient qu'en second rang, les territoires s'éloigneront les uns des autres selon que les professionnels qui y exercent ont déjà une habitude préalable de travail, une habitude d'œuvrer ensemble, ou qu'au contraire, tout soit à construire et à bâtir. Si l'analyse n'est donc pas totalement convergente entre nous, nous jouerons le jeu sur ce texte et nos propositions, d'un nombre, vous l'aurez remarqué, très réduit, propose de remettre votre intuition dans les rails de la démocratie sanitaire française. Car finalement, sous ce texte, il y a une question de méthode. Nous sommes plus de 200 dans ce Parlement à avoir signé, co-signé une proposition de loi contre les déserts médicaux dans le cadre d'un groupe de travail transpartisan qui réunit les députés de l'ensemble des groupes républicains de cet hémicycle. Elle n'a pas pu être examinée. Monsieur Valletoux, vous nous en offrez ce soir l'opportunité.
Nous voici donc avec quelques amendements qui en sont issus et rassemblent extrêmement large autour de 3 propositions extrêmement simples. D'abord, réguler l'installation des médecins, comme on le fait pour les pharmacies, comme on le fait pour les sages-femmes, comme on le fait en Allemagne ou au Royaume-Uni, afin que chacune et chacun dispose à proximité de son domicile d'une offre de soins. C'est tout. C'est là le principe plein et entier de la régulation de l'installation. La méthode n'a rien ni de brutal ni de bureaucratique. Chacune et chacun aurait le droit de s'installer dans toute zone sous-dotée du pays. J'entends dire que la France ne serait qu'un grand désert médical. Tant mieux, ils pourront aller partout si cela est vrai. Ou alors de remplacer un départ dans une zone qui, elle, est d'ores et déjà bien dotée. Une proposition qui ne ferait donc que des gagnantes et des gagnants, puisque là où l'état du système de santé et la couverture est la plus avancée, il y aurait un maintien. Là où elle est plus défaillante, il y aurait de nouvelles arrivées. La proposition de loi prévoit d'autres mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Elle renforce notamment la responsabilité des professionnels de santé à l'échelon local pour renforcer l'accès aux soins, y compris le soir et le week-end. Je ne suis pas sûr que la notion de territoire soit suffisamment clairement définie, en tout cas pas dans notre esprit. Parce que tel que vous le dites, si c'est le préfet, on imagine que c'est à l'échelle du département que vous organisez un territoire. Donc il y a quelque chose d'un peu flou dans cette notion de territoire. Donc j'aimerais savoir un peu comment vous voyez les choses. Vous aurez remarqué qu'au tout début de l'article 1er, on explique que la délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé, compétents en lien avec l'agence régionale de santé. Et on dit aussi dans le même article que cet article s'applique 10 mois après la promulgation de la loi. Donc en fait, on ouvre un délai de 10 mois pendant lequel les acteurs du territoire peuvent se saisir des périmètres actuels des CTS s'ils ne leur semblent pas pertinents pour le redéfinir. Je le redis, est-ce que c'est une métropole? Est-ce que c'est un département? Est-ce que c'est un département divisé en 3 territoires de santé? Moi, je ne connais pas la géographie de chaque département en matière de santé, j'en sais rien. Et donc, chacun pourra juger en fonction, effectivement, de ce qui lui semble pertinent lorsqu'il parle santé. Quelle est la notion de territoire lorsqu'on parle santé? Ça, c'est un sujet, effectivement, qui appartient aux acteurs de territoire et pas ni à moi, rapporteur. Cet article 1, il définit des territoires de santé. Effectivement, je pense que nous sommes tous unanimes à dire qu'il est important, effectivement, de coller aussi à la réalité au travers de ces territoires de santé. Nul ne remet en cause l'intérêt de les définir et de les prendre en compte. Parce qu'effectivement, il y a des diversités de situations. Je crois que vous l'avez dit à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre. Et il est important d'établir une différenciation, finalement, des politiques à conduire en fonction de ces diversités de situations qui peuvent exister. Donc il convient, pour cela, effectivement, d'avoir le périmètre le plus pertinent pour coller aux besoins, pour répondre aux préoccupations et aux situations diverses. Et c'est vrai que la notion de région, ce périmètre est très vaste, avec des situations très diverses à l'intérieur. Je pense qu'il est important d'arriver, de coller au plus près de la réalité, au plus près du terrain. Et le département nous paraît tout à fait pertinent. Par rapport à tous ces amendements qui ont été présentés, je crois qu'il ne faut pas magnifier l'espace départemental. D'abord, il faut se rassurer, infrarégional, ça ne veut pas dire régional. Donc infrarégional, ça laisse la liberté aux acteurs de terrain d'organiser les périmètres selon la pertinence de ces périmètres en matière de politique de santé. Le bassin de vie en matière de santé, la cohérence en matière de santé, c'est sans doute peut-être à un endroit le département, à un autre endroit c'est du... Enfin, pardon, mais chez moi qui suis francilien, l'espace départemental ne veut rien dire. Donc peut-être que dans d'autres régions, l'espace départemental a une pertinence. Ce que je ne voudrais pas, c'est que le législateur, dans sa gourmandise rédactionnelle, fixe lui-même des périmètres, là, entre nous, alors qu'on essaie de faire un texte qui doit partir du terrain et laisser la liberté aux acteurs de terrain d'organiser des périmètres là où ça leur semble pertinent. Et je ne pense pas que la pertinence des territoires, nous puissions la décider ici, à Paris, dans cet hémicycle. Et donc, je trouve que la rédaction telle qu'elle est proposée d'infrarégional permet au contraire de donner cet espace de liberté. Certains voudront conserver l'espace départemental, grand bien leur face. D'autres voudront, parce qu'il y a des métropoles, parce qu'il y a des aires urbaines, parce qu'il y a des cohérences géographiques différentes, eh bien, organiser d'autres périmètres.
Et au moins, comme ça, l'article le permet. Donc, défavorable à tous ces amendements. Très vite, les débats s'orientent vers une question, faut-il ou non réguler l'installation des médecins? 2 amendements proposent de conditionner ou de moduler le conventionnement des médecins en fonction de la zone où ils exercent, afin de très fortement les inciter à s'installer dans des zones sous-dotées. Voici le premier amendement qui concerne, alors on appellera ça modulation, régulation, conventionnement sélectif. Personnellement, c'est un amendement que je vais voter parce que depuis trop longtemps, dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, nous nous sommes bornés aux mesures dites incitatives pour faire venir les médecins sur l'ensemble du territoire. Le constat est que les mesures dites incitatives sont insuffisantes. Il faut donc maintenant s'employer, aux côtés des mesures incitatives que l'on peut renforcer et améliorer, avoir des mesures dites de régulation. Et l'amendement 233 de notre collègue Cormier-Bouligeon vise à conventionner l'installation des professionnels de santé, plus particulièrement les médecins, là où il y en a besoin. De nos jours, tous les métiers sont soumis à régulation. Tous les métiers sont soumis à autorisation. Je pense qu'ouvrir la voie à travers un amendement de déconventionnement, on est simplement en train de mettre en place une médecine à 2 vitesses, et ceux qui pourront finalement se payer des médecins déconventionnés, eh bien ça ne réglera en rien la démographie médicale et surtout sa répartition. Et je dirais aux collègues qui disent que depuis des années, rien n'a été fait en faisant de façon incitative, je dirais juste que le monde a changé, que les générations de médecins ont changé, que le rapport au travail a changé, qu'il y a eu la crise sanitaire, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que je pense qu'on prend surtout le risque de les faire déplaquer, de les faire se déconventionner et se faire détourner. Donc je pense que là, il faut être raisonnable et ce n'est pas par la coercition qu'on y arrivera. Il s'agit d'un amendement important à nos yeux et qui rejoint, je pense, les préoccupations largement exprimées dans cet hémicycle, puisque c'est ce que nous appelons le conventionnement sélectif, une proposition que nous portons depuis fort longtemps, qui vise tout simplement à ce qu'on ne puisse s'installer dans une zone surdense que si un médecin s'en va. Voilà, c'est une mesure de régulation, somme toute, assez modeste, mais qui permet à l'État de se doter d'un outil supplémentaire pour essayer d'assurer l'accès aux soins le mieux possible dans tout le pays, car nous avons la responsabilité, l'État a la responsabilité d'assurer l'accès aux soins. Et donc il nous semble que cette mesure de régulation pourrait être un outil utile dans cette bataille qui doit être menée pour que chacune et chacun puisse avoir tout simplement le droit à la santé. Qu'est-ce qu'une zone surdense? Est-ce que ici, dans cet hémicycle, un parlementaire peut lever la main et me dire que dans sa circonscription, il y a trop de médecins? Il est dans une zone surdense. Je vous le demande à un. Je retiens un, donc je saurai où aller chercher des médecins. Bon, visiblement, dans l'hémicycle, il n'y en a pas. Je reprends simplement mon exemple. Je reprends mon exemple allemand. 62 pour 100 000 habitants. Si vous avez plus de médecins que 62 pour 100 000 en Allemagne, vous êtes dans une zone surdense. Je le redis, ça veut dire que toutes les zones sont surdenses en France. Mais derrière cette remarque, il y a quoi? Il y a de dire que ce n'est pas tant le nombre de médecins qui nous pose problème aujourd'hui. Et ce nombre de médecins, vous le savez comme moi, il ne va pas augmenter avant au moins une dizaine d'années. Ce qu'il nous faut, c'est redonner aux médecins du temps médical. Toutes les mesures que nous avons prises, toutes les mesures qui ont été votées ici dans le cadre de la loi Rist, amènent à donner du temps médical. C'est ça qui est important. C'est comme ça que nous allons progressivement résoudre, entre autres, la problématique des déserts médicaux qui est une plaie aujourd'hui dans notre système de santé. Aller vers de la contrainte, aller vers du conventionnement sélectif, je le redis, c'est aggraver l'offre de soins, diminuer cette offre de soins. Et ça ne va pas attendre 5 ans ou 10 ans. Ce sera dès la rentrée prochaine que nous allons dégrader l'offre de soins avec des jeunes qui ne s'installeront plus. Avis, bien sûr, défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Les résultats, votant 189, exprimés 175, majorité 88 pour 17 contre 158. Il n'est pas adopté.
Si tous les députés sont préoccupés par les déserts médicaux, ils ne s'accordent pas sur les solutions à y apporter. Alors que Frédéric Valletoux y est fermement opposé, car il l'estime contre-productive, Guillaume Garot va défendre la mesure centrale de sa proposition de loi, à savoir la régulation de l'installation des médecins. Les députés du groupe d'études transpartisan lui emboîtent le pas. Je défends ici un amendement au nom du groupe de travail transpartisan que nous avons constitué ici à l'Assemblée, voilà près d'un an. Et je voudrais présenter le sens de la régulation de l'installation telle que nous la proposons. D'abord, il faut dire ce qu'elle n'est pas, cette régulation. Ce que nous proposons, ce n'est pas d'affecter les médecins ici ou là. J'ai entendu des choses qui étaient parfaitement fausses de ce point de vue. Nous n'allons pas nommer un médecin dans tel ou tel territoire. En revanche, ce que nous disons, c'est la chose suivante. Nous disons à nos médecins, n'allez plus vous installer là où les besoins de soins sont déjà pourvus, mais allez vous installer où vous voudrez, ailleurs là où les besoins de santé ne sont pas pourvus, là où vos patients vous attendent. C'est l'idée, cette régulation, que nous devons aujourd'hui organiser l'installation en fonction des besoins de santé des territoires. Et pour cela, nous proposons un régime d'autorisation qui serait accordé ou pas par les agences régionales de santé. Pourquoi nous faisons cette proposition? Pour une raison simple. Nous partons du constat de ce que nous vivons, de ce que vivent des millions de Français. Aujourd'hui, on fait tous la même démonstration, je crois, les uns les autres, c'est que les politiques d'incitation qui ont été menées depuis des années, depuis des dizaines d'années, n'ont pas produit les résultats qu'on attendait. Cette régulation, ce n'est pas une punition pour les médecins, mais c'est une solution pour les Français, parallèlement et en complément des incitations. Une solution qui a fait ses preuves pour d'autres professions telles que les infirmiers, les kinés et les pharmaciens et qui fonctionne dans d'autres pays tels que la Belgique, le Danemark ou le Québec. Vous savez, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous en arrivons à cette proposition de régulation que nous avons travaillé avec le groupe transpartisan. Car personnellement, je suis attaché à la médecine libérale et donc à la liberté d'installation. Mais en arriver à cette proposition de régulation est tout simplement devenu un impératif. C'est un véritable cri de détresse des élus, de la population. Ce qui se passe aujourd'hui en séance est tout à fait extraordinaire et intéressant, puisque je suis là en train de défendre un amendement qui est rigoureusement le même que celui qu'ont défendu juste avant moi les collègues Favnec ou Vigier, qui ne siègent pas dans le même groupe que moi, parfois même pas du tout dans le même groupe que moi, et pourtant nous nous retrouvons sur ce type de mesure qui suscite un consensus transpartisan extrêmement large. Partout où l'offre de soins est bonne en zone surdotée, eh bien nous garantissons le maintien de cette offre par une politique de remplacement systématique des partantes et des partants. Partout, en revanche, où l'offre est insuffisante, eh bien les professionnels peuvent venir s'installer. C'est une politique, une mesure qui ne fait que des gagnantes et des gagnants. Monsieur le ministre, il y a des moments où il faut essayer des voies qu'on n'a jamais essayées et nul ne peut dire le contraire. Nul ne peut dire le contraire. Alors donc, osons ensemble, essayons ensemble. Et je dis enfin au Rassemblement national, parce que ce sujet est un sujet majeur dans toutes les circonscriptions rurales. Eh bien, une fois de plus, vous aurez montré que vous êtes dans le renoncement national à tout moment. Jamais le courage, jamais au nom de quoi, avec zéro proposition. Alors, il faut, à ce moment-là, quelles que soient les idées des uns et des autres, et moi je respecte les avis contraires. Peut-être que dans les années 2030, il faudra mettre en place un système qui nous permette d'éviter les erreurs du passé. Quelles ont été ces erreurs du passé? Eh bien, devoir effectivement s'installer dans des territoires
qui sont parfois les mêmes dans des territoires peu nombreux, de voir s'installer, de voir se concentrer l'offre médicale, parce que effectivement, la main invisible du marché n'a pas bien joué, et effectivement, l'installation, et ils se sont éparpillés aux quatre coins du territoire en privilégiant certains territoires les plus attractifs. Alors oui, je ne suis pas contre, effectivement, qu'on prenne le temps, et avec les professionnels, pour inventer un système qui permette d'assurer une meilleure répartition des forces médicales dans le territoire. Mais l'enjeu d'ici là, et c'est là-dessus que je voudrais insister, l'enjeu d'ici là, compte tenu des difficultés démographiques, c'est de garder avec nous nos soignants. Nous en avons de moins en moins, je l'ai expliqué, j'ai donné les chiffres. Si nous perdons nos soignants, alors nous n'aurons pas réussi effectivement à améliorer l'accès aux soins des Français. Et donc c'est un message de confiance. C'est un message de confiance et de responsabilité que l'on donne aussi aux soignants à travers cette proposition de loi, et notamment maintenant au moment de ce débat. Mais au-delà, c'est d'abord un signal que l'on envoie à la jeunesse. Vous êtes tous très attentifs sur ces bancs et vous avez raison d'adresser des signaux positifs à la jeunesse par rapport à leur métier, par rapport à l'engagement dans leur société, par rapport à leurs conditions de vie actuelles et futures. Le débat que nous avons là, ce n'est pas un débat vis-à-vis de ceux qui, depuis 30 ans, s'entassent dans certaines villes attractives, effectivement, et qui, quoi qu'il arrive, resteront dans ces villes attractives et dérouleront leur carrière comme bon leur semble dans ces villes attractives. Je parle de tous ces médecins qui sont effectivement en surpopulation dans certains territoires. Mais là, nous ne parlons pas d'eux, parce que ceux-là, on ne va pas les déranger. Moi, je parle des jeunes, et je parle de ceux qui, effectivement, demain, sont l'avenir de la prise en charge des Français. Alors qu'on ne leur demande pas trop de porter le chapeau de ce que les générations précédentes n'ont pas fait. Qu'on ne leur demande pas trop de porter la responsabilité de ce que les gouvernements passés n'ont pas osé faire peut-être. Qu'on ne leur demande pas trop de porter la responsabilité d'un certain nombre de dysfonctionnements que vous avez tous rappelés, à juste titre, mais qui aujourd'hui, dont ils seraient responsables. Voilà, c'est le message que je souhaitais donner. Bien sûr, je suis défavorable à ces amendements. Avis défavorable. Sur les amendements 1 et identiques, double avis défavorable, le scrutin est ouvert. Résultat, votant 304, exprimé 295, majorité 148. Pour 127, contre 168, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Finalement, la mesure est rejetée. Mais les députés du groupe de travail transpartisan vont réussir à convaincre la majorité et le gouvernement sur d'autres mesures, comme la possibilité pour les agences régionales de santé de salarier des médecins ou la fin de la majoration tarifaire pour les personnes qui ne trouvent pas de médecins traitants dans les déserts médicaux. L'objectif est de permettre aux ARS, pour améliorer les conditions d'accès aux soins, notamment de salarier des médecins. On ne présente pas ici ça comme la panacée, la réponse à tout, mais en tout cas, c'est aussi une réponse aux attentes des gens. Dans certains coins, on aura beaucoup de mal à avoir des médecins qui s'installent en libéral. C'est permettre notamment aux jeunes médecins de s'y installer rapidement. Donc c'est une attente des gens qui manquent de médecins. C'est aussi d'une part répondre aux attentes des maires aujourd'hui dans les communautés de communes qui se bagarrent pour essayer d'installer des centres de santé, etc., salariés des médecins, mais on pense que ce n'est pas leur rôle. Ça doit être le rôle normalement de la sécurité sociale, de pouvoir faire en sorte de salarier les médecins. C'est pas le rôle des élus locaux. Un avis favorable sur ces amendements. Évidemment, j'essaie d'avoir une certaine cohérence, mais aussi j'essaie d'avoir une certaine cohérence par rapport au travail de préparation qui a pu être fait autour de ce texte. Travail qui nous a permis, avec un certain nombre de personnes qui réfléchissent sur ces sujets sur les différents bancs de cet hémicycle, avec ceux qui sont les plus particulièrement investis, mais aussi en concertation avec évidemment les co-signataires de cette proposition de loi, avec le gouvernement, et bien de faire mûrir un certain nombre de propositions. Ça en fait partie, donc je me félicite de ce travail et ces amendements en sont une des illustrations. Il s'agit, comme ça a été dit auparavant par cet amendement qui est issu des travaux du groupe de travail transpartisan, de mettre fin à une forme de double peine qui règne dans notre pays, ce qu'on appelle la majoration tarifaire pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Cette majoration tarifaire, elle constitue une double peine, je le disais, pour la raison suivante, c'est que lorsque vous êtes sur un territoire où il est compliqué de trouver un professionnel ou une professionnelle de santé auprès duquel ou auprès de laquelle s'inscrire, enfin auprès duquel ou auprès de laquelle personne a désigné, on va dire, comme votre médecin traitant, eh bien non seulement cette difficulté de distance, d'accès, etc. joue sur votre recours aux soins, mais en plus, lorsque vous y parvenez enfin, vous avez une majoration financière. Donc ça veut dire qu'on vous fait payer le prix de l'inaccessibilité d'un service public de santé qui est défaillant. Donc ça plaide évidemment pour mettre fin à ce type d'injustice. Je salue encore une fois ce pas en avant collectif, sans préjuger bien sûr des autres pas. C'est un élément du dispositif et en entendant ces débats, je me félicite d'avoir pu lever le gage et donner cette possibilité.
En ce qui concerne les patients qui sont sans médecin traitant, je voudrais vous rappeler, et trop peu de nos concitoyens le savent, que j'ai passé une instruction aux caisses primaires d'assurance maladie pour que cette majoration soit appliquée avec discernement. Le scrutin est ouvert. Votant 75, exprimé 75, majorité 38, pour 75, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté et il fait, comme il a écrit tout l'article, il fait tomber les autres amendements et je n'ai plus besoin de mettre aux voix cet article. À l'issue des débats, les groupes de la majorité sont les seuls à voter le texte. Mais lors des explications de vote, le travail mené pendant les débats est salué sur différents bancs de l'hémicycle. Moi, je pense que le premier point à souligner ce soir, c'est qu'on a été capable collectivement de porter un travail que je qualifie de positif et constructif. On l'a fait parce qu'il y a eu l'écoute réciproque, parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait pendant de longs mois. Il y a eu ensuite des discussions avec le rapporteur, avec le gouvernement, avec d'autres groupes, de manière à ce qu'on soit en capacité d'apporter un certain nombre de solutions, car ce sujet-là, eh bien, il n'est pas un seul territoire de la République métropolitaine française et d'outre-mer qui n'est pas concerné. Il y a eu bien sûr des avancées. Nous avons des rendez-vous importants qu'on a franchis ensemble sur la formation, sur l'attractivité de ces métiers, sur les contrats d'engagement de service public, sur les soins non programmés, monsieur le ministre. C'est 700 000 ALD, ces personnes qui n'ont plus de médecin traitant. Elles nous regardent, elles nous entendent. Donc je pense qu'on a fait ensemble des choix qui sont des choix essentiels pour faire en sorte qu'on arrive à emprunter un chemin qui nous rapprochera un jour d'une solution pour tous. Et vous dire enfin, on a loupé un chemin, c'est celui de la régulation. Et je le dis très clairement, c'est dommage, parce que mais oui, mais je l'ai entendu à plusieurs reprises. Et ce chemin de la régulation, vous verrez que tôt ou tard, nous l'emprunterons, parce que ce n'est pas un chemin coercitif, c'est un chemin d'équilibre. Un chemin d'équilibre parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux et on doit, sur tout le territoire, en tout endroit, apporter une réponse de qualité. Merci. Je veux m'associer à ce qui vient d'être dit sur la qualité de nos débats. Je crois que ce qui a été la marque de nos échanges depuis le début de la semaine et précédemment la semaine passée en commission, c'est le respect. Le respect des positions de chacun, ce qui n'a pas empêché d'avancer. Et je veux croire que la constitution de notre groupe de travail transpartisan n'y est pas étrangère. Je pense véritablement que tout ce que nous avons fait, nous, députés de droite, de gauche, du centre, depuis un an, a aidé dans cette façon de faire la loi ensemble. Et je veux dire que non seulement nous avons pu avancer dans un nouvel état d'esprit, mais nous avons aussi, nous, membres du groupe de travail transpartisan, obtenu quelques avancées. Nous avons obtenu des débouchés, et je veux les rappeler brièvement. C'est la création d'un préavis de 6 mois, c'est le guichet unique, c'est la création d'un indicateur territorial de l'offre de soins, c'est la limitation du cumul des aides. C'est aussi ce soir, ça n'a peut-être pas été noté suffisamment, mais la permanence des soins avec une amplitude qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait plus depuis 2003. Ce sont des avancées, ce sont des améliorations. Mais, il y a un mais, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le texte, ce texte, c'est aussi le texte d'une occasion manquée. Et ça a été dit avant moi, c'est ce manque de régulation face aux déserts médicaux. Et pourquoi nous avons défendu la régulation? Parce que c'est, à nos yeux, un vrai levier d'efficacité de toutes les mesures que nous avons votées ce soir au cours des amendements. Il manque la régulation, il manque l'efficacité. Mais nous en sommes là ce soir. Le texte aura maintenant sa vie parlementaire, sa navette. Et pour conclure, Madame la Présidente, je veux juste donner la position des députés socialistes que je représente ce soir, pour dire que nous nous abstiendrons dans une abstention qui souhaite que le texte puisse être à nouveau
enrichi, amélioré lorsqu'il sera présenté aux sénateurs. En tout cas, on a fait la démonstration qu'on doit traiter les problèmes des Français, qu'on doit y apporter des réponses et que celles que nous avons proposées ont ouvert un chemin. Je vous remercie. Le travail que nous avons mené depuis le début de la semaine dans cet hémicycle aura permis d'apporter certaines améliorations afin de permettre l'égalité d'accès aux soins partout en France. En réalité, ce travail a commencé il y a bientôt 1 an avec le groupe transpartisan, le groupe de travail transpartisan. Hélas, le chemin est encore long et pour parvenir véritablement à lutter contre les déserts médicaux. Je voudrais tout de même saluer les débats constructifs qui ont eu lieu d'abord en commission et dans cet hémicycle. Comme quoi, débattre au Parlement, c'est bien possible. Malheureusement, malgré ces victoires, l'Assemblée nationale a loupé un rendez-vous, celui de la régulation de l'installation des médecins, alors que 74% des Français plébiscitent son application. Alors notre combat continuera afin de convaincre nos collègues que, bien loin d'être une mesure coercitive, la régulation est un outil indispensable à la lutte contre les déserts médicaux. Si cette proposition de loi nous permet d'avoir un débat sur la médecine de ville à l'Assemblée, elle est encore loin d'engager la grande réforme dont notre système de santé a cruellement besoin. De plus, nous n'avons pas répondu aux inquiétudes que nous avons soulevées sur le changement de gouvernance en matière de santé. C'est pourquoi nous laisserons sa chance au texte. Rendez-vous pris donc pour continuer le travail engagé. Je vous remercie. Effectivement, je voudrais saluer également la qualité des débats, que ce soit en commission, que ce soit ici dans l'hémicycle. Les ouvertures de travail que Monsieur le ministre a pu faire et que l'on pourra éventuellement reprendre en commission lors notamment de l'examen du PLFSS 2024. Cependant, je dois quand même reconnaître qu'un certain nombre d'éléments sont quand même des repoussoirs pour effectivement que le groupe Les Républicains vote ce texte. La conférence territoriale de santé, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne crois pas à son utilité. Je pense que c'est une strate supplémentaire qui existe déjà, que vous voulez incrémenter, mais je pense que ça n'améliorera en rien l'offre de soins sur les territoires. L'obligation sur les CPTS, je pense qu'il faut faire attention, il faut que ça vienne par l'incitation. Et enfin, on a évité de justesse un certain nombre d'amendements qui portaient plutôt de la coercition, et je crois que nous nous sommes exprimés là-dessus. Nous sommes pour l'incitation. Cette incitation passe par de la formation. Le problème des déserts médicaux est quantitatif, donc je pense qu'effectivement, on pourrait peut-être un jour envisager cette régulation, mais certainement pas quand le nombre de médecins est au plus bas. Donc pour l'ensemble de ces raisons, nous n'irons pas vers un vote de cette PPL. Merci. Je voulais remercier l'ensemble des participants à ce débat et souligner la qualité des débats et dire que de notre côté, nous avons été très satisfaits de faire preuve d'ouverture et d'essayer de co-construire cette loi. Voilà. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 66, exprimés 41, majorité 21, pour 37, contre 4. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bien sûr, je voudrais vous adresser, il est tard, je vais être bref, mais je ne peux pas clore une semaine de débat sans d'abord vous adresser à tous des remerciements. Des remerciements d'abord aux députés de mon groupe qui, depuis le début, soutiennent la démarche et en ayant bien sûr une pensée pour Thomas Mesnier, aux députés qui ont co-signé la proposition de loi initiale et évidemment les collègues du groupe Renaissance, à l'ensemble des orateurs qui finalement depuis une semaine travaillent ici, ont travaillé la semaine d'avant à la Commission des affaires sociales, dans un travail qui effectivement a été fructueux, qui a été sérieux, qui a été respectueux, pour reprendre le mot de Guillaume Garot, qui a été un travail de fond sur un sujet qui en est un aussi, et sur lequel je pense que les Français nous attendaient.
avec les points positifs et d'autres qui sont estimés négatifs par certains d'entre vous, mais avec lequel aussi beaucoup de soignants nous attendaient. Il y a ceux qui ont fait du bruit parce qu'ils protestaient, ils trouvaient qu'on allait trop loin, mais il y a tous ceux qui n'ont rien dit, et je pense notamment aux soignants hospitaliers qui soutiennent ce texte et qui ont vu que les lignes bougent. Et en tout cas, je sais que ce soir, ils sont heureux de voir que la représentation nationale sur ce sujet-là a fait un travail qui est utile. Merci aussi aux administrateurs qui ont fait un travail de fond absolument formidable. Vous pouvez les applaudir parce que les journées et les nuits ont été courtes. Merci aussi à la présidente de la Commission des affaires sociales pour sa confiance. Et puis merci à vous deux, membres du gouvernement, et d'avoir accompagné aussi à la fois les travaux préparatoires, d'avoir permis la concrétisation de certains dispositifs. Je crois que tout ça a été utile. Je crois que le sujet qu'on a travaillé pendant une semaine, c'est un sujet qui a mûri pendant de longs mois, effectivement, à travers certaines initiatives, comme le groupe qui s'est réuni autour de Guillaume Garot, incontestablement, autour aussi de toutes les sollicitations que les uns et les autres dans nos circonscriptions on recevait jour après jour, semaine après semaine, de nos concitoyens qui étaient perdus face à ce délitement du système de santé. On a fait, je pense, moi je le trouve, œuvre utile. Les lignes ont bougé quand on parle de permanence des soins, quand on parle effectivement de territorialisation du système de santé, quand on parle des contrats d'engagement de service public. Je ne vais pas faire la liste ici maintenant, mais ce sont pour moi des choses qui sont lourdes de sens et qui potentiellement, si les acteurs de terrain savent maintenant s'en emparer, peuvent faire réellement bouger les lignes et faire évoluer notre système de santé, peut-être bien plus que des grandes lois cadres générales qu'on a connues, très 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 bavardes. On se rappelle des lois qui dépassent 100, 150, 200 articles parfois, et dont finalement on ne sait plus très bien à quoi elles ont servi, parce que à force d'être bavardes, elles oublient l'essentiel. J'espère que nous, en tout cas, en étant synthétiques à travers cette vingtaine d'articles, on a fait œuvre très concrète. Donc un immense merci du fond du cœur. J'ai fait du sujet de la santé, comme vous tous d'ailleurs, parce que s'il est si tard et que vous êtes encore là, c'est que vous-même portez cette même ambition. Nous avons collectivement fait chacun de l'évolution et de l'accompagnement du service de santé une priorité dans notre engagement politique. Je crois que ce soir, nous pouvons être fiers du travail fait. En tout cas, moi, je suis très fier. Et puis, merci à Jean-François aussi pour tout le boulot qu'il a fait pour le groupe Renaissance. C'est un super boulot. Merci à tous. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous souhaitiez la parole ? Oui, merci Madame la Présidente. Vu l'heure tardive, je serai également très bref. Bien sûr, je me félicite que ce texte ait été voté. Je retiens sur toutes ces journées des débats qui ont été de grande qualité, une discussion large, ouverte sur des enjeux de fond, sans jamais renier nos convictions ni nos divergences politiques, mais en étant capable de compromis. Je tiens bien sûr à remercier le rapporteur, Frédéric Valletoux, la Commission des affaires sociales avec sa présidente Fadila Khattabi et sa rapporteure générale Stéphanie Rist. Je tiens surtout à saluer les responsables de texte des différents groupes. Et je veux les citer. Je pense à Jean-François Rousset, bien entendu, Philippe Vigier, Guillaume Garot, Yannick Neder, Adrien Clouet, Sébastien Pétavy et Pierre Daraïville. Je veux également remercier la ministre Agnès Firmin-Lebaudot et saluer les collaborateurs, les services de l'Assemblée nationale, ceux de mon ministère ainsi que ceux de mon cabinet. Merci vraiment à tous. Je souhaite que le chemin de cette PPL continue dans ce même esprit constructif qui est celui qui donne vie à la raison d'être de notre engagement commun, améliorer la santé des Français et lutter contre toutes les inégalités d'accès aux soins. Je vous remercie. La proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement des professionnels de santé a donc été adoptée, une première étape avant son examen au Sénat. C'est la fin de ce numéro des Grands Débats. À bientôt sur LCP.